si ça remonte loin, les Athéniens, c'est les premiers. Oui, les Assyriens, non. Ah, bah écoutez, mais les Athéniens, oui. On n'en a pas de trace, mais en tout cas, les Athéniens, oui, la Grèce antique, évidemment. Les Athéniens qui avaient un sens de la République, de la démocratie très avancé, et d'ailleurs, ils avaient une première assemblée qu'on appelait Ecclésia. Tiens, c'est curieux, parce que ecclésia, ça veut dire assemblée en grec, et ecclésia, ça veut dire église, quand on le traduit. Ah oui. Donc, quand vous avez une assemblée de fidèles, vous vous trouvez devant des représentants, évidemment. Et ces représentants-là, les Grecs, ils les appelaient comment? C'était on disait pas députés, non, on disait représentants. Voilà, c'était des représentants du peuple. Oui, exactement, parce qu'ils représentaient une partie du peuple. Et ce qui est très étonnant, c'est que on s'est retrouvé avec pratiquement 40 000 représentants. Vous imaginez? Sur une population de, disons, 350 000 à peu près, 350 000 habitants. Donc presque tous les habitants étaient censés venir à cette assemblée. Donc ça n'était pas que des représentants. À l'origine, ils devaient tous représenter le peuple. Mais ça se faisait dans un même bâtiment? Non, en plein air. Le forum, voilà, exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, ne venait finalement, tout le monde était appelé à venir, mais ne venaient finalement que ceux qui pouvaient être là pendant les 40 jours où c'était nécessaire. On vous demandait de venir 40 fois dans l'année pour pouvoir voter pour les décisions principales. Quelles étaient ces décisions principales? Le vote des lois, bien sûr. Le vote de la paix, être pour la paix ou pour la guerre. Il fallait voter. Et puis on élisait les magistrats principaux, les généraux. Vous savez, vous retrouvez ça, par exemple, aux États-Unis, quand vous avez un vote pour les représentants, ou le président des États-Unis, ouais. En même temps, vous votez pour le shérif, en même temps, parfois, vous votez pour des élus locaux et qui ont eu un vrai pouvoir. Et ces élus-là, on en voit quelques-uns, ils étaient là pour combien de temps, d'ailleurs? Alors voilà, ça, on n'a pas parce que ça a été variable pendant tout le temps. Mais il n'y a pas une élection qui est décidée pour un temps donné. Là, ce que vous voyez là, à l'image, ce sont les sénateurs romains. Alors là, c'est un petit peu plus récent, parce que entre les deux, si vous voulez, entre l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Assemblée d'Athènes, il y avait aussi Sparte, qui était une grosse ville, une importante république de la Grèce antique. Et voilà. Et là, à Sparte, alors, on rassemblait les élus et puis on leur demandait de voter. Vous ne votiez que oui ou non. Vous n'aviez pas à discuter ce que l'on vous proposait. On vous disait... Il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat, exactement. C'est exactement cela. Et vous avez une partie de la population qui était des gens qui venaient d'une ville juste à côté de Sparte, mais qui appartenaient à Sparte, et qui eux, n'avaient l'habitude que de répondre de façon très laconique, parce qu'ils venaient de Laconie, c'était les Laconiens, et ils répondaient toujours oui. Non, oui, non, oui. Bon, c'est pour ça. D'où on a conservé. Vous venez de me dire que c'était obligatoire. Oui, c'était obligatoire. Donc voilà. Les pauvres gens, ils étaient laconiques de fait, quoi. Absolument, obligatoirement. Donc, laconique, c'est ça? Oui, absolument. Être laconique, ça vient de ces laconiens qu'on a appelés aussi les lacédémoniens. Enfin bon, après, ce sont d'autres termes qui désignent la même région de Grèce, juste à côté de Sparte. Donc, on a vu le Sénat romain. Alors le Sénat romain, ça montre bien, il y a l'origine du mot, Senatus, Senex, donc qui veut dire les anciens. Là, c'est une assemblée de sages. On remarque aussi que ce Sénat a perduré, puisqu'on le retrouve aux États-Unis, on le retrouve chez nous pour l'assemblée des sages. C'est comme cela, en tout cas, c'est comme ça qu'on le présente. Et puis, il y a ce côté aussi hémicycle que l'on voit déjà, qui représente et que l'on va retrouver dans de nombreuses assemblées occidentale. Mais est-ce que c'était partagé comme aujourd'hui dans la plupart des assemblées, c'est-à-dire il y avait des sénateurs qui se groupaient par affinité, par famille politique? Oui, mais on ne divisait pas comme ça a été divisé depuis, c'est-à-dire la gauche, la droite, et qui était représenté comme cela dans l'hémicycle face au président. Et puis après, ils portaient une toge, tous? Tous, absolument, la toge blanche. Comme ça, ils étaient reconnaissables par les habitants qui pouvaient s'adresser à leurs sénateurs et qui pouvaient les défendre, ou en tout cas défendre une loi qui les intéressait. Et puis il y a eu d'autres assemblées. Ça, on en reparlera au fur et à mesure, on a le temps devant nous. D'autant, n'oublions pas qu'on a parlé des élections législatives, parce qu'on vote pour 577 personnes, et on ne parle que d'une élection présidentielle, parce qu'on ne vote que pour une seule personne. D'accord. David Lefort, qui est devant le siège des Républicains. Il m'entend bien? Oui. Exactement, je vous entends, tout à fait. Parfait. William. Je vous disais il y a un instant que les Républicains allaient peut-être devenir la principale force d'opposition, mais que cependant ils avaient probablement espéré mieux, non?
Ah oui, de toute façon, les vocables sont là. On avait décevant, échec. Alors, décevant pour notre famille politique, c'est ce que disait hier Bernard Accoyer, qui est le secrétaire général LR. Échec incontestable pour Bruno Retailleau, qui est le président des sénateurs LR. C'est vrai que 21,56%, certainement que la droite espérait faire beaucoup mieux. En tout cas, voici à l'issue du premier tour le résultat et en pourcentage les voix obtenues par la formation qui avait été portée pour ces législatives par François Baroin. Alors, ça nous donne en projection entre 70 et 110 sièges dans la future Assemblée. C'est moitié moins finalement que l'Assemblée sortante. Alors François Baroin, le sénateur maire de Troyes, invitait dès hier l'ensemble de ses troupes pour cette semaine à se mobiliser et sur le programme, projet contre projet, pour réellement qu'il y ait une pluralité dans la prochaine Assemblée et que ce rat de Marais qui est promis pour La République En Marche, parce que 400 sièges soit quelque peu atténué. Alors c'est vrai que cette semaine, François Baroin va multiplier les déplacements entre 5 et 6 circonscriptions par jour au pas de charge jusqu'au 18 juin prochain. Je vous le disais, opposition de projet contre projet pour l'ensemble des candidats LR et notamment sur les questions de fiscalité. Ça, on a compris que c'était le cheval de bataille de l'entre-deux tours. François Baroin insistait hier là-dessus en nous promettant finalement quasiment un choc fiscal à l'équivalent de celui qu'on a connu sous François Hollande. Il y a aussi la question des 35 heures qui fait débat. Les 35 heures dont LR veut sortir. Et puis pour le moment, c'est un statu quo en ce qui concerne Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que cette pluralité, elle est entre guillemets souhaitée et souhaitable aussi peut-être pour l'Assemblée. C'est ce que rappelait en fait hier Gérard Larcher, le président du Sénat. Il faut que les députés LR et UDI soient en nombre suffisant pour faire vivre l'indispensable démocratie parlementaire. Voici in extenso ce qu'il a déclaré hier. C'est un propos similaire à celui de Valérie Pécresse, la présidente de région, qui elle aussi invitait à un sursaut citoyen pour ce second tour. Il y aura ce matin un bureau politique à 11h. Merci beaucoup. Au siège du parti. Avec Laura Duham maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux depuis hier soir? Bonjour Laura. Bonjour, écoutez, pas grand-chose. On peut dire que l'abstention a aussi eu lieu sur le web. Bien sûr, il y a eu des commentaires, il y a eu un hashtag législatif. Il y a même eu une faute d'orthographe dans ce hashtag des législatives où on a écrit législative avec le L majuscule de lative. Mais après, il y a des... du coup, il y a eu 2 hashtags, donc c'était un peu confusant pour les gens. Il y a des gifs animés qui ont circulé, comme celui-ci, où 10 anciens ministres de Cazeneuve éliminés dès le premier tour avec des photos. Et il y a le site BuzzFeed qui a publié le résumé patient du premier tour des législatives que je vous recommande, qui est très bien fait et qui vous explique en quelques tweets ce qui s'est passé hier soir. Et une chose est assez amusante, parce que vraiment, c'est ce qui se passe sur Internet. Il n'y a pas grand-chose d'autre. On a publié des bulletins de vote, William, où certains candidats ont tous les deux mis soit l'étiquette PS, soit ils sont 3 dans une même circonscription à avoir mis l'étiquette En Marche. Donc c'est assez original et c'est ce qui ressort sur Internet le plus. Oui, il y a des affiches où on voit le visage du président qui a été squatté. Hop là, 3 fois dans la même circonscription. Mine de rien, hop là. Vous imaginez les électeurs. Donc voilà, c'est plus ça qui ressort sur Internet que de réels commentaires. Bien sûr. Merci, à tout à l'heure. Avec Franz-Olivier Gisbert qui nous accompagnera pendant toute cette émission. On va faire le point. Franz-Olivier, journaliste, écrivain, observateur attentif. Alors on commence par le premier chiffre, celui de l'abstention. Énorme, 50, presque 3. Oui, c'est des électeurs qui ne sont pas déplacés. Ça veut dire quoi ça, France ? C'est le premier parti de France, c'est clair. 51,3, c'est un chiffre historique, c'est absolument énorme et complètement vrai. Ça nous rapproche un peu des États-Unis. Vous savez, les États-Unis, c'est une démocratie, personne ne le conteste. Et pourtant, par exemple, à l'élection présidentielle, la principale élection, l'élection phare de la démocratie américaine, il y a toujours à peu près la moitié des Américains qui se déplacent. Oui, mais ça ne les surprend pas là-bas. Ici, nous, on est tombé de notre chaise. Parce qu'on est en train de changer de système, on le voit bien, on est en train de changer de système avec Macron, il se passe quelque chose dans le pays. On a une démocratie peut-être un peu plus apaisée qu'on a eu par le passé. Vous savez, cette célèbre guerre civile froide dont on parlait dans les années 60 et 1970, je crois qu'on est un peu sorti de là. Oui, mais enfin, vous dites une guerre civile froide, et c'est tragique pour la démocratie de se dire apaisée, certes, mais du coup, ils ne vont pas voter. Ils ne sont pas apaisés, ils ne font pas leur boulot. Non, ça veut dire qu'ils sont un peu d'accord. Ça veut dire qu'il y a un certain consensus. Les gens qui n'ont pas voté, bon, il y avait parmi eux, évidemment, beaucoup d'extrêmes, que ce soit au FN, chez les
insoumis, etc. Mais les gens qui n'ont pas voté, c'est parce que déjà, ils acceptaient la victoire d'Emmanuel Macron dans leur tête. Alors, il y en a qui étaient résignés, bien entendu, mais c'était, comment dire, s'ils avaient refusé avec violence, vous pensez bien qu'ils seraient sortis et que les résultats auraient peut-être été différents dans certains coins, parce que de toute façon, c'est vrai que c'est un vrai raz-de-marée. Il n'y a pas de mot pour ça, d'ailleurs. Raz-de-marée d'abstention, raz-de-marée Macron. Si je vous suis, donc c'est pas une mauvaise nouvelle pour le président de la République. D'abord, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est quand même un caillou dans la chaussure, c'est une tache sur le veston, parce que ça donne pas un sentiment de forte légitimité. Hein, c'est clair. Et puis, en même temps, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les Français, même quand ils étaient contre, a priori qu'ils n'avaient pas voté pour lui au premier tour, je crois qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui n'ont pas voté aux élections législatives, eh ben, ça veut dire qu'ils acceptent l'idée, voilà, qu'il soit président avec sa majorité. Sans le confirmer eux-mêmes. Ils disent, bon, ça va se faire tout seul, quoi. Oui, voilà. Finalement. Comme dans les démocraties anglo-saxonnes, comme dans la démocratie américaine. Allez, c'est pas grave, on le laisse. De toute façon, il a été élu président. Maintenant, il lui faut sa majorité. Ouais, cela dit, il y a quand même un deuxième tour. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce que les abstentionnistes dont vous venez de parler ne vont pas être tentés de rééquilibrer les pouvoirs qui pourraient être donnés à Emmanuel Macron? Vous avez raison. D'ailleurs, cet appel sera peut-être entendu. Je pensais, par exemple, les paroles un peu fortes d'Alain Juppé. Vous n'avez pas donné tout le pouvoir comme ça à un seul parti. Bon, et puis, à l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon a repris à peu près le même discours. Le seul problème, c'est que l'avance est telle. Alors, on dirait, il n'y a pas d'élus. Il y a très peu d'élus, hein, comme il y a beaucoup d'abstentions. Et qu'il faut 25% d'inscrits pour un député pour être élu au premier tour, eh bien, évidemment, il y a très peu d'élus, il y a très peu du premier tour comme il y a d'habitude, il y a très peu aussi de triangulaires. Hein. Mais donc, je pense qu'il n'y aura pas de retournement. Il y aura peut-être un retournement à la marge, des ajustements. Peut-être que l'opposition gagnerait quelques points, les extrêmes aussi, mais enfin, de toute façon, c'est fini. On va se retrouver dans la même configuration probablement lundi prochain. Quoi. À peu près. Merci, à tout à l'heure. Pour commencer, Patrice Ornel a décidé de proposer aux responsables du parti du président de changer de nom. Oui, parce que c'est difficile de tourner autour du pot ce matin. Ça n'est plus En Marche, c'est En Trombe ou Au Galop ou à la Hussarde. En tout cas, façon Caterpillar. Hein. Écrasé, laminé, piétiné, rossé, éparpillé façon puzzle. Les adversaires et toutes les Madame Soleil de supermarché qui nous expliquaient que Macron n'aurait jamais de majorité s'il entrait à l'Élysée sont ce matin portés disparus. Plus personne dans les radars. Alors aujourd'hui, Macron, maître du jeu, fait un petit coucou tranquille à la une du Parisien et à la une de Libération. Poing et mâchoire serrés, il pose en laissant paraître autant d'affect qu'un banquier qui vient de boucler son OPA préparé de longue date. Qui l'eût cru ? Qui l'eût dit, s'étrangle Paul-Henri du Limbert dans le Figaro. Une formation politique qui n'existait pas il y a 2 ans est en passe de rafler une insolente majorité. Les conséquences de ce dynamitage, à droite, un avenir hypothéqué, car LR est désormais coincé entre En Marche et le Front National, et surtout convoité par l'un et par l'autre. Quant au PS, eh bien, on scellera la pierre tombale dimanche prochain, écrit l'éditorialiste. Et le pire, c'est que Macron a réussi tout ça sans élever le ton. À la différence d'une Le Pen ou d'un Mélenchon, note Laurent Geoffrin, il n'a pas dit « dégagez », mais il a susurré « soyez assez aimable pour laisser la place ». Plus qu'un coup de balai, c'est un coup de plumeau, tout simplement parce que les autres tombaient en poussière, écrit l'éditorialiste. Alors ça, c'est une idée qui revient pas mal ce matin dans les journaux. Attention à la Macron-mania, c'est une illusion, écrit Nicolas Bétou dans l'Opinion. Si Macron gagne, c'est parce que ses adversaires politiques sont démobilisés à court d'arguments inaudibles. Macron gagne, c'est vrai, mais le vainqueur, c'est surtout l'abstention, note Patrick Appelmüller dans l'Humanité. Elle se situe à un niveau record depuis la naissance de la Ve République. Ça, c'est une inquiétude qui est très partagée ce matin. De même, quelques éditorialistes soulignent que nos institutions sont ainsi faites que le parti qui a recueilli 32% des voix au premier tour risque de truster 80% des sièges à l'Assemblée. La Croix, sous la plume de François Hernanwein, note qu'en plus, ces sièges seront occupés par des novices. Pourront-ils faire entendre leur voix ? Se demande l'éditorialiste, alors que sa collègue des Échos, Cécile Cornudet, envisage exactement l'inverse. Emmanuel Macron court le risque d'obtenir une majorité pléthorique, donc un peu compliquée à tenir,
écrit-elle. L'hégémonie naissante et même confirmée d'En Marche motive aussi d'autres commentaires, notamment du côté de Ouest-France, où Michel Urvoy rappelle que pour gouverner, il faut pouvoir compter sur une adhésion nette à son projet et surtout avoir l'opposition au Parlement plutôt que dans la rue. L'adhésion, l'opposition, pour l'instant, on n'a ni l'une ni l'autre, conclut l'éditorialiste. Moralité. Ainsi éparpillé, ainsi appareillé, c'est l'opposition qui est éparpillée. Emmanuel Macron est désormais condamné à réussir. Le raz-de-marée annoncé dimanche prochain sonne comme un quitus donné par les Français. C'est ce que vous lirez dans La Nouvelle République sous la plume de Christophe Hérigaud. Et puis alors, plus fort que Macron, pour finir, Nadal. Je vous montre juste la une de l'équipe avec, regardez, champion, c'est un 1, le I, et ça fait 10. Vous voyez ? Merci beaucoup. On prend la direction maintenant de la rue de Solferino à Paris, siège du Parti Socialiste, pour ceux qui l'ignoraient. Et là-bas nous attend Hélène Hugues. Hélène, vous êtes chez les socialistes donc ce matin. Le réveil doit être un peu difficile. C'est le moins qu'on puisse dire, non ? Et oui, William, la débâcle annoncée a bel et bien eu lieu. Le Parti socialiste est laminé ce matin, 20 à 40 députés selon les projections les plus optimistes. Eh bien, c'est bien en deçà de la débâcle et la défaite de 93 où le PS n'avait obtenu que 57 sièges. En nombre de voix, avec moins de 10%, le Parti socialiste perd le leadership à gauche et devient la deuxième force derrière la France insoumise. Il perd également en route plusieurs de ses leaders, à commencer par Benoît Hamon, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Jean-Christophe Cambadélis, son patron, tous les deux éliminés dès le premier tour, éliminés également plusieurs anciens ministres de François Hollande, comme Aurélie Filippetti ou Mathias Fekl. Ceux qui s'en sortent finalement le mieux, eh bien, ce sont ceux qui ont fait le choix de la majorité présidentielle, comme Stéphane Le Foll, Marisol Touraine ou encore Manuel Valls, tous trois qualifiés pour le second tour. Hélène, pour terminer maintenant, que peut faire le Parti Socialiste ? Qu'est-ce qui est prévu ? Eh bien écoutez, pour l'instant, Jean-Christophe Cambadélis, le patron, n'envisage pas de démissionner. Selon les statuts, un congrès devrait avoir lieu à l'automne. Le Parti socialiste pourrait changer de nom. Mais dans l'immédiat, eh bien, ce matin, c'est un bureau national qui va se tenir ici à 10h30 pour préparer le second tour. Mais au-delà, évidemment, de très nombreuses questions se posent. Qui pour assurer le leadership à l'avenir, sur quelle ligne politique et enfin une question cruciale, avec quel financement, car avec 10 fois moins de députés qu'en 2012, eh bien, le Parti socialiste aura 10 fois moins de ressources. Ah oui, c'est là que ça va se poser. Merci beaucoup Hélène. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Alors la France est devenue macroniste ? Non, mais la France est cohérente. Elle avait envie de donner une majorité au président Emmanuel Macron, à Édouard Philippe, pour mener à bien les réformes sur lesquelles nous sommes attendus. Une abstention record, vous le savez bien. Un Français sur deux ne s'est pas rendu aux urnes. Est-ce que ça vous rend humble ce matin ? Oui, évidemment, parce que c'est un échec de cette élection. C'est un échec qui se répète, hélas, sur des élections qui sont considérées comme secondaires alors qu'elles sont majeures comme les élections législatives. Je crois qu'effectivement, il faut l'entendre, il faut redonner confiance. D'abord, il y a quelques jours, avant le second tour, sur lequel j'appelle tous les candidats, quel que soit leur parti politique, à se mobiliser pour donner envie. Et puis ensuite, c'est notre responsabilité gouvernementale, celle du président, celle du Premier ministre, de redonner confiance dans l'élection. Vous savez ce qui se passe en général. En général, au lendemain d'une élection où il y a une forte abstention, on dit il faut écouter cette abstention, ces Français qui ne sont pas rendus aux urnes, il va falloir s'adresser à eux. Et puis, 3 semaines plus tard, on tourne la page et on passe à autre chose. Est-ce que maintenant, vous dites que ce scrutin-là, d'une certaine manière, il vous oblige pour la suite ? Il y a quelques semaines encore, on disait qu'il y avait une France en colère, qu'il y avait une colère sourde qui s'exprimait dans le pays. Est-ce que vous allez leur parler à ces Français-là ? Vous avez tout dit dans votre question, parce qu'avant même l'abstention, il y a effectivement le fait que celles et ceux qui ont élu Emmanuel Macron ne l'avaient pas choisi au premier tour. Et qu'on avait des extrêmes des deux côtés qui sont à un niveau extrêmement élevé, même si là, elles sont affaiblies hier. Et donc, c'est à eux qu'il faut s'adresser. C'est effectivement à ces femmes et ces hommes qui ont exprimé un vote de colère et qui doivent retrouver confiance. Donc, il faut que le président de la République, que le gouvernement soit un gouvernement de réponse du quotidien. Si on veut redonner confiance, si on se fixe cet objectif, rappelé par Emmanuel Macron, que dans 5 ans, les extrêmes soient le plus bas possible, il faut des réponses concrètes, qui parlent aux gens, qui touchent le quotidien des gens. Est-ce que vous avez besoin d'une majorité écrasante ?
C'est pas une question de besoin, mais c'est une question de cohérence. Les gens votent dans chacune des 577 circonscriptions. Ils ne votent pas pour donner 210, 230, 240 députés. Vous savez bien pourquoi je vous pose la question. Vous entendez depuis hier droite et gauche qui disent ça va être très compliqué. Emmanuel Macron va avoir les pleins pouvoirs. Il y en a certains qui appellent à un second tour du pluralisme pour que l'opposition soit audible au Parlement. Qu'est-ce que vous leur répondez dans cet entre-deux tours? Ce sont les mêmes qui, au lendemain de la présidentielle, n'ont cessé de nous dire de toute façon, il n'y aura pas de majorité pour Emmanuel Macron, c'est pas possible. Ces gens-là, parlant des candidats de la République en marche, ne sont pas formés, ne sont pas mûrs. Laissez les vieux briscards faire de la politique. Les Français ont choisi le renouvellement. Et dans toutes les circonscriptions de France, ils veulent de nouveaux visages pour ces nouveaux usages et ces nouveaux engagements politiques. Faisons-leur confiance. Donc c'est pas une question de plein pouvoir. Vous réclamez pas les pleins pouvoirs pour Emmanuel Macron. Absolument pas. On entend aussi à droite et à gauche. Non, mais d'abord, il y a deux chambres. J'ai en tête que le Sénat n'a pas basculé politiquement, et je ne crois pas qu'en septembre, il bascule. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a un équilibre du pouvoir. Et puis, il y a les institutions, il y a la presse. On est évidemment aujourd'hui dans une démocratie, et c'est le fait démocratique qui fait que dans toutes les circonscriptions, on est libre de choisir des candidats qui portent le projet d'Emmanuel Macron et sa mise en œuvre par Édouard Philippe. Est-ce que vous avez quand même une pensée pour vos anciens camarades socialistes, les barons locaux balayés, les frondeurs balayés, les anciens ministres balayés? Il y a une forme d'injustice dans ce qui est en train de se passer, sincèrement. Oui, mais je pense à mes amis. Moi, j'ai des amis députés sortants au Parti socialiste en particulier. Et donc, je pense à eux. Il y a évidemment une forme d'injustice dans un mouvement politique parce qu'ils n'ont pas été battus par l'absence de travail qu'ils ont fait sur le terrain. Certains n'ont pas été à la hauteur du rendez-vous. D'autres ont donné une énergie folle pendant ces 5 années. Mais il y a un mouvement politique, il y a un choix politique qui est fait. La politique a sa part d'injustice, mais elle a aussi sa part de plaisir. On le sait quand on est élu. J'ai été élu aussi à un moment donné avec une vague. Et donc, quand ensuite on s'aperçoit que la réalité, ça n'est pas soit dans son rapport à l'électeur, mais c'est plutôt le mouvement politique, au fond, c'est assez cohérent. Qu'est-ce qu'il paye, le Parti socialiste? Ses incohérences, il paye ses frondeurs, il paye ses divisions, il paye le fait qu'une majorité relative finalement pour François Hollande l'a empêché d'agir, relative parce qu'elle avait en son sein des frondeurs qui l'ont empêché, qui l'ont immobilisé. Et donc je pense que ce double langage permanent, il le paye. Et d'ailleurs, ces frondeurs notamment qui pensaient qu'en tapant sur le gouvernement à Paris, ils pouvaient se faire réélire dans leur circonscription, se sont aperçus que non. Il y a une logique politique. Ils ont coupé la branche sur laquelle ils étaient assises. Si je termine la fin de la phrase que vous venez de prononcer, c'est presque un message que vous adressez à votre future majorité. Je rappelle que vous êtes le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. C'est compliqué à manier une majorité comme celle-ci si elle se concrétise autour de 400 parlementaires. Est-ce que vous entendez les commentaires ce matin de certains observateurs qui disent c'est pas forcément un cadeau une majorité comme ça? Ça n'est pas un cadeau, mais on ne cherche pas un cadeau, vous avez raison. On a des femmes et des hommes d'horizons très différents. On a pour l'essentiel des gens qui n'ont jamais été élus et qui par contre étaient chefs d'entreprise, syndicalistes, agriculteurs, qui vont découvrir une nouvelle façon, une façon différente, technique de travailler. À charge pour nous de les accompagner, mais en même temps, ils vont apporter ce regard, cette énergie. Est-ce que vous savez déjà comment vous allez les accompagner? Ça veut dire quoi les accompagner? Alors d'abord, le parti La République En Marche a cette responsabilité-là. Il en aura les moyens demain, après ces élections. Un séminaire rassemblera tous les candidats de La République En Marche devenus députés pour travailler ensemble, pour définir ensemble qui seront en responsabilité à l'Assemblée nationale. C'est aussi une nouvelle façon de faire. Je n'ai pas vécu ça en 2012. Comment vous la voyez, cette majorité? Aux ordres, le petit doigt sur la couture du pantalon, monochrome, forcément elle l'est de fait de l'étiquette de La République En Marche. Comment est-ce que vous l'imaginez? Je la vois comme le Conseil des ministres. Et je pense, en vous disant cela, au propos du président de la République qui nous a dit, lors du premier Conseil des ministres, je ne veux pas l'uniformité. Si je vous ai choisi avec le Premier, c'est dans vos différences politiques, différences de parcours, la moitié du gouvernement qui viennent de la société civile et pas de la politique. Là, c'est la même chose. Il n'y aura pas d'uniformité. Par contre, il faut de la cohérence. Une fois qu'une décision collective est prise, elle doit être respectée, donc elle doit être appliquée. Donc de la discipline, ce que vous appelez. Oui, c'est ça, c'est la discipline. Une fois qu'ensemble, on prend une décision, effectivement, il faut la discipline. Il ne faut pas avoir peur de la discipline. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes godillot. Vous contribuez à la décision. C'est ça qui est essentiel. Est-ce que vous considérez ce matin qu'en réalité, vous avez les mains libres désormais pour réformer? L'opposition, elle n'aura pas lieu au Parlement. Elle aura lieu où? Et comment est-ce que vous appréhendez justement les réformes à venir? Maintenant, désormais, les choses sont très simples. D'abord, l'opposition aura lieu aussi au Parlement. Il y aura des voix fortes. Je ne vais pas vous annoncer les résultats du second tour. Je ne les connais pas, mais je sais qu'il y a des candidats de certains partis qui ne sont pas dans la majorité, qui sont même des opposants farouches, qui peuvent siéger à l'Assemblée nationale. Ensuite, une chose est sûre, c'est que le débat, il a lieu. Mais surtout, les Français ont donné au président de la République, le soir du 7 mai, le devoir de prendre des risques.
pour réformer la France, pas pour être tranquille. Et donc, on ne veut pas une majorité pour être tranquille. On veut Il a une les mains majorité libres, pour c'était la réformer. question. Il a les mains libres désormais pour conduire toutes les réformes qu'il avait promises pendant cette présidentielle. C'est pas une question de main libre, mais il a la capacité à prendre ces risques sur lesquels il s'est engagé et à tenir ce contrat signé avec les Français le 7 mai à 20h. Quelle a été la réaction du président de la République hier? Il était heureux? C'est pas un expressif. Il était satisfait du résultat parce que le risque était de rentrer en cohabitation. J'ai le souvenir de M. Barouin il y a quelques semaines qui nous annonçait une cohabitation avec lui comme Premier ministre. Manifestement, lui y a cru. Nous, on était un peu plus observateurs des rites de la Ve République et du fait qu'on pensait que les Français seraient cohérents. Et donc le président de la République était au travail pour préparer la suite, pour conseiller ou recommander à Catherine Barbaroux d'accueillir au mieux dans le parti La République En Marche ces nouveaux députés. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de vous retourner sur ce qui vient de se passer ces derniers mois, l'élection d'Emmanuel Macron, cette majorité dont certains observateurs disaient c'est impossible, il n'aura pas de majorité, ce sera compliqué. Est-ce que collectivement, avec le président de la République, il vous arrive de vous retourner en disant on l'a fait? Oui, bien sûr. Parce qu'au fil de ces mois, chaque fois qu'on avançait, on nous disait, vous verrez, ça n'est pas possible. Faire une campagne présidentielle sans les bons, vieux, grands partis politiques, ça n'est pas possible. Casser et dépasser le droit de gauche, ça n'est pas possible. Avoir une majorité, ça n'est pas possible. Et c'est vrai qu'il y a l'énergie, l'intelligence d'un homme extraordinaire qui est Emmanuel Macron, qui nous a guidés, qui nous a conduits. Mais il y a aussi aujourd'hui tous ces marcheurs et toute cette nouvelle génération. Pensez qu'il va y avoir plus de 50 députés qui ont entre 25 et 35 ans à l'Assemblée nationale. C'est bien aussi un coup de jeune sur nos institutions. Merci beaucoup Christophe Castaner, c'est à vous William. Lendemain du premier tour des élections législatives, autrement dit, vous pourriez l'appeler après la vague. Qu'est-ce qui se passe? Direction Marseille, on va retrouver là-bas Margot Manière. Marseille, c'est l'une des villes phares de ce scrutin. Vous allez voir que dans la 4e circonscription, Jean-Luc Mélenchon est en tête. C'est bien ça, Margot, bonjour. Bonjour, c'est bien ça William, avec plus de 34% des voix, qualification assez facile de Jean-Luc Mélenchon qui affrontera au second tour la candidate de La République En Marche, Corinne Versini. En revanche, élimination dès le premier tour de Patrick Mennucci, le baron local, candidat socialiste sortant très déçu, a annoncé hier soir lui-même son élimination assez tôt dans la soirée. Alors pour le second tour, maintenant, Jean-Luc Mélenchon a déjà lancé un appel aux électeurs socialistes. Il faut dire, William, que les reports de voix sont incertains après la bagarre très rude entre les deux hommes pendant la campagne. Alors, à Marseille, vous venez de le dire, ça se passe plutôt pas mal. Mais au niveau national, quelle est la situation pour la France insoumise ? Alors, avec 11% des voix, la France insoumise est loin de rééditer la performance de la présidentielle. La France insoumise, pourtant, Jean-Luc Mélenchon, hier soir, a affiché son bonheur. Scène inédite, je vous le dis, pour l'avoir suivi. Il s'est entretenu environ 1 heure avec nous, les journalistes. Au-delà de son sort personnel, il s'est surtout félicité de la qualification de beaucoup de ses proches. Merci beaucoup, Marc. On prend maintenant la direction d'Evry, fief de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, est là-bas en tête dans la première circonscription de l'Essonne, où il obtient plus de 25% des voix à peu près. Alors, il s'en sort plutôt bien, finalement. Bonjour, Alice Fimbel-Bauer. Bonjour William. Effectivement, Manuel Valls fait partie des rares rescapés parmi les membres du gouvernement précédent. Il est arrivé en tête de son fief avec une nette avance, 8 points devant la candidate de la France insoumise. Hier soir, il s'est dit confiant et déterminé. Il a également rappelé vouloir s'inscrire dans la majorité présidentielle. Pourtant, rien n'était joué car, je le rappelle, l'ex-premier ministre n'était investi ni par le Parti socialiste ni par la République En Marche, qui lui avait néanmoins opposé aucun candidat. Bien, merci beaucoup Alice. Jean-Baptiste Marteau au tableau. On prend la direction d'Hénin-Beaumont dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Dans son fief, Marine Le Pen est arrivée largement en tête. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour William. Oui, effectivement, un peu plus de 46% des voix pour la présidente du Front National hier. C'est ce qu'on appelle un ballottage très favorable. Alors oui, effectivement, elle a quasiment 20 points d'avance sur sa première rivale, la candidate de La République En Marche. C'est donc une élection quasi assurée pour Marine Le Pen au second tour dimanche prochain. Mais c'est tout de même une déception car beaucoup dans son entourage espéraient une victoire dès le premier tour dans ce fief où elle a fait plus de 55% au premier tour de la présidentielle. Alors en revanche, au niveau national, si vous avez le temps d'en dire un mot, le Front National accuse de coup. Est-ce que ça veut dire que les électeurs frontistes se sont beaucoup abstenus ?
Mais regardez William, on va prendre le chiffre de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. Elle fait quasiment 11 millions de voix. Hier, pour les candidats du FN, moins de 3 millions. C'est une énorme érosion entre la présidentielle et les législatives. Il y a d'abord le fait qu'effectivement, beaucoup d'électeurs FN pensaient que les jeux étaient faits, que la République En Marche aurait une très large majorité, donc que ça ne valait pas le coup de se déplacer. Et puis, il y a également effectivement le débat raté d'entre deux tours, le score décevant de Marine Le Pen, qui ont démobilisé fortement les partisans de Marine Le Pen. Et quand on regarde dans les sondages, ce sont les électeurs du FN qui se sont le plus abstenus hier au premier tour des législatives. Ça veut dire que le rêve de Marine Le Pen d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée, il est quasiment réduit à néant. Il y a certes 110 candidats FN qualifiés pour le second tour dimanche prochain, mais quasiment tous dans des situations extrêmement compliquées pour l'emporter dimanche prochain. Bien, merci beaucoup Jean-Baptiste, à plus tard. Allez, comment ce premier tour des élections législatives a-t-il été perçu sur les réseaux sociaux, en général très très actifs? Mais alors là, on voit ça avec Laura du Web, il semble qu'ils n'ont pas été très mobilisés par ce thème-là, non? Beaucoup moins que pour les présidentielles, et effectivement le hashtag législatif 2017 a remporté moins de succès que celui des élections. On était un peu comme dans les bureaux de vote, c'est-à-dire l'abstention sur Internet, ça fait du bien à remarquer de temps en temps, était quasiment la même que dans les bureaux de vote. Alors comment on s'en sort? Finalement, ce qui a eu le plus de succès, c'est tout ce qui était news un peu insolite, William, par exemple. On a repéré des actes de sorcellerie dans les bureaux de vote à La Réunion. Donc, on nous explique ça. Et effectivement, c'est le PS qui est un peu la tête de turc des réseaux sociaux, avec Benoît Hamon a tenu à remercier ses militants un par un. Vous voyez, ou le PS qui est en vente sur le Bon Coin désormais. Oui, si d'accord. C'est plus de la blagounette qu'une analyse. Et la blagounette et le Cambadélis avec le fameux petit promontoire rouge sur lequel oui, je me souviens. Voilà, petite palette rouge. Son petit podium, là, oui. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle aussi, elle est en vente sur le Bon Coin. Et tout le monde peut en acheter désormais si on le souhaite. Mais sa cote a baissé. Merci beaucoup. Alors, François-Olivier, le gagnant, on a vu qui c'était, pas de problème. Alors maintenant, les perdants. Qui sont les perdants de ce premier tour? Les socialistes, probablement, et qui d'autre? Je dirais tout le monde, sauf Macron. La droite, évidemment, on le voit bien. D'ailleurs, ça se voit à leur gueule, vous avez vu. Dès qu'on voit d'ailleurs François Baroin, on voit qu'il a perdu et qu'il va perdre encore. Mais je dirais que les vrais perdants à gauche, ce sont surtout les frondeurs. C'est même très étonnant. C'est incroyable. Mais la dérouillée, elle concerne principalement les frondeurs. Regardez d'ailleurs la liste, c'est incroyable. Benoît Hamon, dans un coin où, franchement, il aurait dû se faire élire. Aurélie Filippetti, qui était quand même un peu installée depuis longtemps. François Lamy, le dauphin de Martine Aubry à Lille. Bon, il est mal barré, il est maintenant dans les choux. Et puis Cécile Duflot, Pascal Cherki, enfin voilà. Tout ça, c'est fini. Alors, ça a décanillé sec hier soir. Les frondeurs ont perdu. Ce sont eux qui ont été les principaux opposants à François Hollande. François Hollande gagne. Voilà, ils ont tué, ils ont massacré, saccagé le quinquennat de Hollande. Et d'une certaine manière, je ne dirais pas que c'est une victoire posthume pour Hollande, mais c'est une sorte de vengeance. En tout cas, Emmanuel Macron aura été l'instrument de cette vengeance. Et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que dans ces élections, ceux qu'on appelle les réformateurs, hollandais ou pas d'ailleurs, hollandistes ou pas, s'en sortent bien. Stéphane Le Foll. Il est bien. Oui, ils ont été protégés par En Marche quand même. Oui, mais enfin, de toute façon, il y avait une logique. Il y avait une logique, disons, il y a une cohérence entre Hollande et Macron aussi. Il y a quelque chose. Enfin, on voit bien, il y a des liens, il y a des passerelles. Et donc, Stéphane Le Foll, qui est certainement le ministre qui était le plus proche de François Hollande avec Le Drian, c'est bien parti. Marisol Touraine, tout ça, ça tient. Et puis, de l'autre côté, Barbara Pompili, François de Rugy. Enfin, la liste est longue. C'est-à-dire, ils s'en sortent beaucoup mieux. D'accord. Ils s'en sortent beaucoup mieux que les aubristes. Oui, bien sûr. Aubryst qui était assez proche des frondeurs. Voilà, qui était même un peu l'animatrice souterraine et cachée. D'accord. C'est toute la gauche qui est balayée, selon vous? Ça va au-delà de ça? Non, je dirais pas ça, parce que vous avez de l'autre côté la France Insoumise qui existe maintenant, qui est devenue le premier parti de gauche. Mais enfin, on voit bien que c'est une gauche maintenant un peu étriquée, réduite, qui est partie pour quand même une opposition à perpétuité. C'est-à-dire, on n'a pas une gauche de gouvernement. Elle doit se réinventer, se recréer, parce que telle quelle, évidemment, ça peut pas le faire. Ce sera certainement pas dans 5 ans. La revanche, ce sera beaucoup plus tard. Et pour se faire entendre à l'Assemblée, il vaut mieux être relativement nombreux.
Ah bah oui, et c'est pas seulement à l'Assemblée, c'est dans le pays. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Regardez aujourd'hui le spectacle à gauche. Hein, il y a un parti socialiste, à mon avis, personne n'en veut. Il y a, enfin, le parti socialiste. Enfin, ce qui va se passer de toute façon dans les prochains mois, ça sera à gauche, à mon avis, quelque chose entre Jean-Luc Mélenchon d'un côté, parce que c'est quand même l'artisan un peu de le dernier sursaut de la gauche, et de l'autre côté, Manuel Valls, parce que Manuel Valls, il revient. Il va revenir, enfin il sera élu, et je crois que, enfin, si vous voulez, dans la débâcle absolument générale, vous avez quand même Manuel Valls qui revient un peu à la surprise générale, mais il sera là. Et c'est pas lui le prochain homme fort du Parti socialiste, pourquoi pas? Mais qui veut aller au Parti socialiste aujourd'hui? Non, mais je crois que c'est ça un peu qu'on entend dans les commentaires qui est bizarre. Mais oui, c'est-à-dire que la gauche, elle va se réinventer ailleurs. On dit d'ailleurs, le Parti socialiste va peut-être avoir un autre nom. Enfin, on voit bien qu'on est dans une autre histoire. Bon, alors du côté du Front National, alors c'est un peu la déception quand même, parce que les électeurs frontistes, on l'a bien vu, avec l'Institut de sondage, ils ont calculé que c'est eux qui ne s'étaient pas déplacés finalement. Alors oui, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la collinette cache la montagne. Parce que la montagne, c'est quand même très difficile pour Marine Le Pen, enfin pour le FN en général. Marine Le Pen fait un très beau score à Hénin-Beaumont, enfin elle a un fief là carrément, maintenant elle est bien installée, elle va tenir maintenant tout dans ce petit coin du Nord. Mais de l'autre côté, vous voyez bien que le FN est un peu en difficulté partout. Partout. Regardez, le plus bel exemple, c'est quand même Gilbert Collard. Oui. Gilbert Collard, qui est une sorte de baron du FN, quand même bien installé, déjà réélu. Bon, bah là, il est sérieusement déstabilisé par Marie Sarah et la femme Torero, vous savez. Oui. Bah oui, qui fait un très beau score, la Torera. Oui, c'est comme ça qu'on dit, non, je crois pas, mais c'est pas grave, on va le dire. On va le dire comme ça. Si, Torera, ça marche. Torera. Ouais. Juste un petit mot, puisque François-Olivier s'en va maintenant, rejoindre la Provence, mais pas simplement la Provence où il habite souvent, mais le journal aussi. Ah ouais, ça commence. Au boulot, mon pote. Mais je crois que j'ai encore une petite intervention après. Mais... Ah bon, une petite après? Vous êtes sûr? Bon, j'aurai l'occasion de parler. J'aurai l'occasion de parler de votre livre avant que vous nous quittiez tout à l'heure, parce que ça m'a beaucoup intéressé, la confrontation entre l'islam et la chrétienté. Je me suis dit, mais il l'a fait. On fait un point sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces réseaux-là ont été mobilisés par cette élection, ou alors ils ont été très distants, voire même pas très intéressés? On peut dire que l'abstention dans les bureaux de vote est similaire à l'abstention sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a eu des commentaires, il y a eu un hashtag législatif 2017, il y a même eu 2 hashtags, puisqu'il y en a eu un avec une faute d'orthographe qui a pris le pas sur l'autre. Et sinon, c'est effectivement plus ce qui s'est passé dans les bureaux de vote d'insolite qui est ressorti, William, et également les fameux bulletins de vote, puisque certains, dans une même circonscription, ont trouvé 3 bulletins de vote différents. Donc, c'est-à-dire, vous aviez, par exemple, avec la même étiquette, c'est-à-dire un candidat, mais 3 fois la même étiquette. Là, il y avait deux futurs potentiels députés PS avec le logo PS, et parfois, beaucoup plus fréquent, dans une même circonscription, sur plusieurs bulletins de vote, il y avait la photo d'Emmanuel Macron avec l'investiture En Marche. On peut dire que c'était un peu la pagaille, donc c'est ce qui est ressorti sur les réseaux sociaux. Un peu, on est perdu. Pour qui on vote? Il y a 3 candidats En Marche dans une même circonscription. Et enfin, si vous voulez avoir tous les résultats, notre site internet france-tv-info.fr, où vous avez tout, circonscription par circonscription. D'accord, merci Laura, à tout à l'heure. On va continuer cette analyse politique. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à des règlements de compte à droite, comme chez les socialistes? Parce qu'à droite, c'est la faute à qui? Ça, c'est ça ma question. Alors, il faut me répondre par des noms. Donnez-moi les noms et pourquoi. Et puis la déroute des socialistes, des noms, c'est la faute à qui? C'est la faute à François Fillon. C'est la faute aussi aux électeurs républicains de la primaire qui ont porté François Fillon au nu, comme d'ailleurs les électeurs de la gauche ont porté Benoît Hamon, parce qu'en fait ils sont allés vers, disons, le plus à droite, les électeurs républicains. Les électeurs de gauche étaient allés vers le plus à gauche, vous avez le résultat. Donc ça met quand même à mal les primaires. Et puis c'est aussi la faute à Nicolas Sarkozy, puisque après la défaite, il a trouvé un truc absolument grotesque, une idée stupide. On va pousser François Baroin sera le Premier ministre parce qu'on va gagner. Parce qu'il croyait en permanence que si... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il soutenait François Fillon. Il pensait que François Fillon allait être battu et il se disait, voilà, et nous, après, on va arriver, il va raz-de-marée à droite. Tu parles, hein, voilà. Donc, c'est absolument calamiteux. D'ailleurs, il n'y a pas de mots pour ça. Hein. Moi, je cherche des mots, déculotté, dérouillé, tsunami, tout ça. On a l'impression que c'est pas suffisant vu le niveau de la vague. On revient sur les socialistes. La faute à qui, là?
les socialistes, c'est clairement les électeurs socialistes qui ont choisi Benoît Hamon. Et Benoît Hamon porte une responsabilité très très lourde, avec d'ailleurs tous les frondeurs. D'ailleurs, les frondeurs sont tous morts. Aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable. Et il reste personne. Et François Hollande, non, parce que François Hollande, d'une certaine manière, c'est un des vainqueurs de la journée d'hier, puisque si on regarde bien les choses avec un peu de recul et de la hauteur, ce qu'il faut faire, Macron est un peu son fiston, quoi. C'est son fils prodige, son fils rebelle, tout ce que vous voulez. Il ne le dira jamais comme ça. Il ne le dira jamais comme ça. Il ne veut pas le nuire. Mais enfin, je ne dirais pas qu'il biche ce matin, mais enfin, ce n'est pas le plus malheureux de tous. Ce qui est affreux, c'est tous les frondeurs battus. Ça, c'est le constat. Alors maintenant, est-ce que ça va castagner ? C'est-à-dire qu'il va y avoir des règlements de compte vraiment, réunion du parti, congrès, etc. Et ça va être du dégagisme aussi. Alors vous avez perdu, dégagé. Ouais. Alors le Parti Socialiste, c'est une coquille vide. Il n'y a personne à l'intérieur. C'est une petite cabine téléphonique. Il y a 3-4 mecs qui vont se battre en duel. Mais enfin, ça ne va plus intéresser personne. Puisque la gauche, c'est quand même incarné aujourd'hui plutôt par Jean-Luc Mélenchon. C'est peut-être le moment de le prendre, le PS, là. Il y a peut-être quelqu'un qui va dire, allez, j'y vais. Oui, avec perspective dans 10 ans, dans 20 ans. En revanche, la droite, ça va être la principale force d'opposition. Donc elle sera quand même dans une position, même si elle va perdre la moitié de ses députés vraisemblablement, elle va quand même représenter quelque chose. Donc la bagarre va être violente. Il y aura François Baroin, qui est plutôt une droite radicale socialiste, ou disons chiracienne, même s'il est sarco-compatible, comment dire. Il y aura Laurent Wauquiez, là c'est la droite, qui est lui, à mon avis, est en bonne position. Et puis Valérie Pécresse. Moi je pense qu'elle va essayer de jouer sa carte. Elle est plutôt droite, centriste en même temps, centro-compatible, comme on pourrait dire. Donc voilà, moi je crois qu'on va avoir un duel ou un trio qui va s'étriper là pendant les mois qui viennent pour prendre la tête du Parti Socialiste. Les anciens, c'est fini. Alors il y aura le commandeur, la statue du commandeur Alain Juppé, et les autres, évidemment François Fillon il a disparu, et Nicolas Sarkozy est en passe de disparaître complètement. D'ailleurs on ne l'entend plus là. Bon, allez, on reviendra sur tout ça tout à l'heure. Merci François. Bonjour Alexis Corbière. Entre 390 et 430 sièges pour La République En Marche, le dégagisme, Jean-Luc Mélenchon l'avait théorisé, c'est Emmanuel Macron qui est de fait. Oui, mais le dégagisme, c'est aussi permettre qu'il y ait un vrai renouvellement des projets politiques. Moi, je félicite En Marche et ses candidats, et des femmes et des hommes qui sont engagés, mais j'observe, on peut regarder ce qu'il y a derrière l'étiquette. C'est souvent des femmes et des hommes qui... pour certains, sont pas vraiment du renouvellement. Tout de même, dans le gouvernement actuel, on retrouve des ministres qu'on connaissait déjà, des candidats qu'on reconnaît déjà. Quand je vois qu'il y avait quand même un soin que Manuel Valls n'est pas de candidat face à lui, etc. Et on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Et puis même, c'est des femmes et des hommes, vous savez, quand on regarde dans le détail, qui exercent des professions qui sont sociologiquement tout de même, que je considère pas vraiment toujours à l'image... Vous n'êtes pas un peu mauvais joueur non, là, non, pas du tout. Non. Il va y avoir presque plus de 400 parlementaires dont la moitié n'ont jamais exercé quasiment de responsabilité politique. C'est un renouvellement qui est en marche. Indiscutable. C'est d'ailleurs ce qui crée le succès d'En Marche. Indiscutable. Ouais. Mais je dis que, par exemple, nous avions des candidats, des chômeurs, des précaires, etc. Non, mais c'est important parce que le dégagisme que moi je souhaite, c'est celui qui permet que la réalité de notre population soit représentée. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet. Il y a un grand coup de balai. C'est ce qui fait la force et la dynamique de M. Macron. Bien joué, mais il faut en revenir. Et là encore, parce que vous avez dit mauvais joueur, je veux surtout pas l'être. Il faut comprendre le moment dans lequel on est. Il faut en revenir aussi au fond. Et moi, je souhaite que le deuxième tour soit l'occasion qu'on puisse parler projet contre projet. Moi, il s'avère que je ne suis pas d'accord avec le projet de M. Macron. J'ai écouté ce qu'il propose sur le code du travail. Je trouve ça dangereux. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on supprime 125 000 postes de fonctionnaires. Il aura la majorité pour mener à bien ces réformes. On le sait d'ores et déjà. Ouais, mais je perds pas de vue non plus que beaucoup de mes amis sont au second tour et j'en suis très heureux. Pourquoi pas, si le débat est bien mené. Vous savez, il y a près de 75 endroits où nous sommes au second tour et on peut avoir une arrivée bien plus forte à l'Assemblée nationale. Et ça changerait quoi, Alexis Corbière ? Tout de même, ça permettrait qu'il y ait dans ce pays une force qui dit oui à la justice sociale, qui dit non à la casse du travail, qui dit oui à la défense du service public, qui dit non à cette suppression de 100 000 postes de fonctionnaires. Parce que je crois que c'est pas bon pour le pays. Moi, la France que j'ai vue, c'est une France qui souffre, c'est une France de 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, de 6 millions de chômeurs. Et je ne crois pas que quand on permet de faciliter les licenciements, quand on permet, si j'ai écouté ce qu'a dit M. Édouard Philippe et M. Macron, d'ouvrir le champ de la négociation dans les entreprises en permettant même que l'on discute des salaires, et donc
amenant les salaires à la baisse, je trouve ça dangereux. Donc je suis pour qu'on en parle. Alexis Corbière, vous avez raison. Il y a une France en colère. Il y a une France au chômage, il y a une France de la pauvreté. Pourquoi elle ne s'est pas déplacée? Visiblement, c'était une partie de l'électorat du Front National, de votre électorat. Vous avez tenté pendant ces élections de fédérer les colères. Pourquoi est-ce que vous avez échoué? Un Français sur deux n'est pas allé voter. Est-ce que ça s'est fait, cette démobilisation dans votre électorat? Est-ce que vous le reconnaissez? Mais je veux bien prendre ma part. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits. On est une force politique nouvelle qui apparaît. C'est pourquoi moi je suis quand même content de ce qui a été fait, parce que cette force politique qui arrive en quelque sorte, elle est à 11%. Si je rajoute nos amis du Parti communiste qui soutenaient Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'ils ont fait 2 ou 3 points, ça veut dire 14%. Ensemble, nous sommes au-dessus du Front National. Bon, ça veut dire que les forces qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon ne sont pas démobilisées, loin de là. Après, c'est vrai, peut-être que nous avons fait des erreurs, peut-être aussi... Lesquelles? Allez. Non mais attendez, premièrement, parce qu'il y a un effet 5e République. La prime va aux vainqueurs. Et moi qui ai mené campagne en Seine-Saint-Denis, il y a des gens de bonne foi qui vous disent « Mais M. Macron a gagné, on a vibré pour Mélenchon, il a perdu. » Et ils ont du mal à comprendre l'enjeu de la législative. Et je vais vous faire une petite critique de manière générale. Peut-être aussi on a manqué d'émissions télévisées, de débats qui montraient les enjeux de cette législative. On a eu beaucoup le spectacle de notre jeune président, mais pas assez peut-être d'émissions de confrontation. Et vous y aurez peut-être fait beaucoup d'audience, vous voyez, ça aurait été intéressant. Donc les enjeux n'ont pas toujours été pointés. Et peut-être que nous, on a fait des erreurs. Moi, je prends ma part de plein de choses. On n'est pas parfait, je vous assure. Nous non plus. J'ai entendu ce que vous avez fait à l'instant. Vous avez fait une addition. Une addition entre la France Insoumise et le Parti communiste. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu faire des additions avec le PC. Ce matin, Pierre Laurent dit « Nous payons cher les divisions de la gauche », dit Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. C'est l'analyse de Pierre, je la respecte. Sur certains aspects, on peut échanger. Peut-être qu'il y a aussi ce qu'il ne voit pas assez, c'est que ce qui a fait la force de la France insoumise, c'est sa volonté de mettre à distance le vieux monde, notamment de plus être seulement dans une addition de vieux monde. Non, justement, je pense notamment aux relations avec le Parti socialiste, par exemple, qui ont pu amener à ce que parfois il y ait de la part des électeurs un sentiment qui n'avait pas, en travers le vote PC, la même clarté qu'avec la France insoumise. Mais moi, franchement, je le dis à l'attention de Pierre Laurent, de tous nos amis communistes, bon, il faut trouver les conditions en plus pour que l'avenir se fasse dans un échange. Peut-être qu'on ne sera pas toujours d'accord, mais sortir de là. Il y avait beaucoup, là encore, il y avait parfois un effet loupe qui était donné uniquement à cette confrontation. Moi, j'ai vu beaucoup de journalistes qui sont venus me voir dans ma circonscription et j'en ai été très flatté, très heureux. Merci, on les a bien accueillis. Mais chaque fois, le papier, l'angle, c'était la guerre des gauches, la guerre des gauches, la guerre des gauches. Alors, c'est fini la guerre des gauches. Est-ce que ce matin, moi, vous tendez la main à ce qu'il reste de militants, d'électeurs du Parti socialiste, à ce qu'il reste d'électeurs, de militants du Parti communiste pour dire... Rassemblons-nous pour nous opposer à cette majorité, La République en marche. Du moins, oui, dans la clarté. C'est-à-dire que ce que nous disons, nous sommes prêts à soutenir tous ceux, par exemple, qui disent pas touche au code du travail. On soutiendra tout ça. J'englobe d'ailleurs là-dedans les communistes qui sont au second tour, évidemment. Pas touche à la suppression, pas touche au service public, pas de suppression de 125 000 postes de fonctionnaires. Mais je préfère le dire comme ça parce que des fois, il peut y avoir des étiquettes trompeuses. Si c'est quelqu'un qui se dit socialiste, mais qui en vérité est franchement un En Marche, qui pense la même chose, ce sera plus difficile. Ce que veulent les Français, c'est de la clarté. Ils veulent pas, quand ils commandent des frites, avoir des nouilles qui leur sont servies. Ils veulent pas, quand ils soi-disant ils votent à gauche, se retrouver avec des gens en vérité qui sont de droite. On a vu ça. Donc moi, c'est ce dégoût qui a fabriqué de l'abstention. J'ai vu des gens me dire, Monsieur Corbière, c'est bien ce que vous dites, mais qu'est-ce qui me prouve qu'une fois que vous serez élu, vous tiendrez parole. C'est donc ça à quoi il faut travailler pour renouer le fil entre le peuple, si je puis dire, et les élus. Allez, ce qu'attendent les gens aussi, c'est parfois de la sincérité. Est-ce qu'il y a eu une forme de déception après cette belle campagne de Jean-Luc Mélenchon? Moi, attendez, je vous parle clairement. Moi, non seulement j'ai été déçu, mais j'en ai pleuré le soir du premier tour. Évidemment, mais on me l'a déjà dit, on n'est pas de bois, mais il faudrait être... Et après ces législatives, vous dites, ils sont passés où? Attendez, mais bien sûr qu'ils sont passés où, mais j'ai connu des pires moments. C'est pour ça que je vous le dis, j'ai quand même le cœur... gros et heureux et fier de mes amis qui sont au second tour dans plein d'endroits. Quand je pense à la jeune Sarah Legrain qui est devant Jean-Christophe Cambadélis, mais c'est une jeune enseignante, c'est génial. Et il y a plein d'autres endroits. Manu Bompard qui est un jeune ingénieur qui a dirigé notre campagne, il a battu Christophe Borgel, Charlotte Girard, etc. Franchement... C'est étonnant parce que vous nous avez parlé de rassemblement, puis là vous vous félicitez de voir vos amis socialistes à terre.
Non, mais attendez, mais c'est pas quand vous avez un baron qui dirige un parti et qui est battu par une jeune enseignante de 30 ans, je pense notamment en 19... Ça veut dire quelque chose qu'on a incarné, ce renouvellement. C'est ça que je veux dire. Mais comment dirais-je, c'est pas notre faute. Enfin, je veux dire, si le PS est sanctionné, c'est pas la faute à Mélenchon ou je ne sais trop quoi. C'est la faute à qui? C'est la faute à des erreurs politiques et à la volonté de renouvellement qui prend aussi la forme de ce soutien à la France insoumise. C'est ça que je veux dire. Alors après, vous pointiez, est-ce qu'on a fait des erreurs? Sans aucun doute. Lesquelles? Nous ne sommes pas parfaits. Vous savez que... nous sommes un jeune mouvement. Cette campagne, bien souvent, beaucoup d'amis sont partis dans cette campagne avec pas toujours le matériel qui allait, avec pas toujours tout ce qui permettait de faire les choses. Et puis on est fatigué. Moi, ça m'est sans doute arrivé durant la campagne de dire des choses. Jean-Luc Mélenchon aussi, il était fatigué. Il a beaucoup donné, hein. Mais c'est bien ce qu'il réalise. Et j'espère qu'il gagnera, j'en suis convaincu même. Merci beaucoup, Alexis. Sociaux sur toutes sortes de sujets. Mais là, ça n'a pas l'air de les avoir beaucoup intéressés, Laura, non? Non, exactement. Et c'est beaucoup plus dur de faire le buzz, William, cette fois-ci. Donc, il y a moins de tweets, il y a moins de présence Internet. On ressort quand même, on retrouve quelques tweets humoristiques. Après, ça reste très sérieux. Et je vous recommande, si vous voulez les résultats dans votre circonscription ou dans d'autres circonscriptions, notre site qui est très bien fait. C'est pas parce que c'est notre, france-tv-info.fr, où vous avez une carte avant-après qui est assez symbolique entre 2012 et 2017. D'accord. Et si jamais vous voulez un peu plus d'humour et un résumé très condensé, il y a le site BuzzFeed, le nom du site dit tout, qui vous fait le petit résumé pas chiant du premier tour des législatives. C'est plein d'humour et je vous le recommande. Merci, Laura. Bon. Allez, on va régler nos comptes, nous aussi. Alors, les âneries, puis les mensonges. On va commencer par l'abstention. Qu'est-ce qui a été dit sur l'abstention qui vous a pas plu? On a entendu un nombre incroyable de carabistouilles et la pire, je dirais, c'est sur l'abstention, c'est-à-dire il n'a pas de légitimité. On a entendu ça d'ailleurs chez les responsables politiques comme chez les commentateurs. Il n'a pas de légitimité. Et moi, je dirais le contraire. On peut dire aussi qu'il a une légitimité encore plus forte parce que le résultat, cette forte abstention, ça montre que beaucoup de ses opposants n'avaient pas peur de lui. Et ça, en politique, c'est très important. Ils n'avaient pas peur. S'ils avaient eu peur, les gens du Front National, les gens de la France Insoumise, ils seraient venus voter en masse. C'est une adhésion par défaut. Exactement. Je vote pas pour lui, mais je n'empêche c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Et donc, il y a cet aspect-là. Mais c'est pas la seule bivesée qu'on a entendue pendant cette soirée. Il y a un truc qui ne vous a pas plu aussi. Avec une grosse majorité, ça va être difficile de gouverner. S'il vous plaît, pas ça. Mais qu'est-ce que c'est con? Mais enfin, écoutez, on sort de 5 ans de François Hollande qui n'avait qui avait une soi-disant majorité, mais qui n'avait pas de majorité, puisqu'à l'intérieur, il y avait 30, d'après lui, 40 frondeurs, d'après moi, et d'autres observateurs, 70. C'est-à-dire 70 élus qui étaient contre lui depuis le début, donc il composait tout le temps. Et quand il faisait le 49-3, ce qui est un truc qu'on fait toujours en politique, tout le monde l'a fait, ça devenait toute une histoire. Donc il y avait, ça devenait, puis d'ailleurs même la presse s'en mêlait. Donc évidemment, c'est beaucoup mieux pour lui, évidemment, une grosse majorité. D'autant plus que, vous savez bien, il y a déjà la CGT qui l'a dit, attention la rue, parce qu'après les urnes, nous, la rue, on va y aller. Et puis une partie aussi de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Et ben, après ça, ils vont avoir l'air fin, après ce résultat, de mettre en cause les différentes réformes d'Emmanuel Macron. Et de mettre en cause un résultat d'élection démocratique. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Si ça avait été à un cheveu près ou à 40 sièges près, là, c'est un tel raz-de-marée que ça devient difficile de contester. Juste un mot, ça pourrait dire que retour à la 4e République avec un gouvernement différent tous les 10 jours. C'est ça qu'ils veulent? Mais de toute façon, là, c'est sûr qu'on avait dit, si c'est Macron, d'ailleurs, moi j'ai écrit aussi, j'ai dit aussi mes bêtises à l'époque. Oui, je disais, si c'est. pas dire. Oui, bien sûr. Si c'est Macron, ce sera la 4e République. Il n'est pas question de 4e République. On est beaucoup plus proche de la 5e République du général de Gaulle, avec une énorme assemblée de godillots. Mais alors, au moins, ça va marcher, ça va fonctionner. Et ce sera très difficile, en tout cas, dans les premiers mois, pour tous ceux qui veulent s'opposer à lui, de dire, ah ben non, on n'est pas d'accord. Parce que la majorité est écrasante. Très vite, j'ai entendu aussi, vous de même, il n'y a plus de droite, enfin cette droite que nous connaissions, il n'y a plus de gauche, ou il y en a
peu maintenant, ça vous paraît stupide, ça aussi? Oui, parce que ça va revenir, évidemment, là, ils sont KO, les deux, enfin surtout la gauche, mais ça va revenir. Et d'ailleurs, vous aurez les débats dans les prochains mois, vous verrez bien, la gauche va essayer de se reconstruire. Il y a Manuel Valls qui est dans une position très forte, parce que, contrairement à tous les frondeurs, lui, il est en position très favorable pour être élu. Et puis, Jean-Luc Mélenchon aussi, qui va essayer d'exister avec cette France insoumise. Et puis, de l'autre côté, vous aurez à droite un débat qui a déjà commencé, entre disons, les légitimistes conservateurs et puis les constructivistes, entre François Baroin et puis Laurent Wauquiez. Peut-être que Valérie Pécresse se mêlera un peu à la bataille. C'est possible aussi, j'ai l'impression, je sens ça. D'accord. Juste un petit mot, je profite de votre présence. Après avoir lu Belle d'amour, ça c'est un roman qu'il vient d'écrire. Alors évidemment, il fait beaucoup de choses, mais il écrit aussi... c'est un roman pour l'été, c'est l'été. Oui, mais c'est une héroïne, elle se situe dans une confrontation au Moyen-Âge, au moment des croisades, entre l'islam et la chrétienté. Vous l'avez fait exprès, ça, pour ces accointances avec l'actualité d'aujourd'hui? Non, en fait, j'y pensais depuis longtemps, parce que le Moyen-Âge m'a toujours fasciné. Vous savez, la chevalerie, l'amour courtois, toutes ces belles choses. Et puis ce personnage de femme aussi, que j'aime profondément, ma Tiffany, elle est merveilleuse, Belle d'amour. Tiffany, elle s'appelle Belle d'amour. Elle a des aventures, elle en a connu. Oui, j'ai vu ça. Oui. Des mecs aussi, d'ailleurs, des amours. Bon, merci beaucoup. Rejoignez maintenant votre nouveau travail. Oui, en plus du point. Oui, vous descendez à Marseille. Je vais à la Provence, merci pour le chapeau. Si vous descendez à Marseille, prenez ça vous ira très bien. Il y a du soleil, mais il y en a aussi dans le reste de la France. Bien sûr, c'est vrai aussi. Et la Provence, mesdames, messieurs les Marseillais. Au revoir et à bientôt, si vous voulez. Oui, à bientôt. Merci de votre présence. Au revoir, François-Olivier. Bonne route. Allez.